président Blaise Compaoré. Cela fait très longtemps que j'ai le grand privilège de connaître le président, plusieurs décennies. Je l'ai connu en 1985. Et quand je vois le chemin parcouru, je suis heureux que son pays et le mien aient de si bonnes relations. Et je viens aujourd'hui en ami, membre du Sénat français, visiter des amis. Une visite qui a permis aux deux hommes d'échanger sur plusieurs sujets concernant l'Afrique. Nous qui aimons l'Afrique, nous avons au sein du Sénat français tenté de réfléchir à ce que pourrait être l'objectif à 30 ans des relations entre l'Afrique et la France. Nous savons que dans 30 ans, l'Afrique, dans un jeu de bascule stratégique, sera l'épicentre du monde, puisqu'il y aura 2 milliards d'habitants en Afrique, que le talent de vos populations, que la richesse de votre sous-sol et que le positionnement de l'Afrique dans le monde, son rayonnement, fera que les uns et les autres, nous avons besoin de travailler ensemble. Dans ce rapport de 500 pages sur lequel nous avons travaillé près d'1 an avec mes collègues, c'est d'ailleurs devenu le rapport de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense nationale du Sénat français. Eh bien, nous avons posé les lignes directrices de notre coopération très étroite. Joanny Lorgeau, qui est membre du Sénat, donne sa lecture du Sénat français. Dans notre pays, le Sénat, qui représente les forces telluriques de la nation, les terroirs, les territoires, les traditions, qui représente les forces vives, les forces consulaires, les forces économiques, la jeunesse, doit être un élément de contrepoids dans la structure bicamériste du pouvoir. Il y a l'exécutif, il y a l'Assemblée nationale qui, dans son combat politique, crée les lois, élabore les lois et les vote. Il est bon, nous semble-t-il, modestement, nous ne permettrons pas de donner des leçons à quiconque, mais vous me posez la question, je réponds en français. En parlant de l'expérience française, il est bon qu'il y ait une autre chambre qui dise à l'Assemblée nationale, voyez, nous sommes plutôt vieux, nous, on a un peu d'expérience, un peu de sérénité, et peut-être que dans telle ou telle loi, il faudrait peut-être tenir compte de ceci ou cela. Au fond, il s'agit d'injecter de l'équilibre, du bon sens, dans le cadre du rassemblement de la nation. Et puisque cette visite intervient en ces jours où le président du Faso fête son anniversaire, son hôte lui a tout naturellement présenté ses vœux. Avec monsieur l'ambassadeur de France, j'ai été heureux de souhaiter à un ami fidèle et à un ami fidèle de la France un très bon anniversaire et une longue vie. Le réseau de routes bitumées dans la ville de Bobo-Dioulasso s'agrandit. Le Premier ministre Benno Luc Adolphe Thiaw a procédé ce lundi 3 février au lancement des travaux de bitumage de 2 avenues longues d'environ 3 km. Reportage signé Ahadi Sandamba. Avenue Nelson Mandela à Bobo-Dioulasso. Bientôt, toute cette gymnastique devrait appartenir au passé pour les usagers de cette voie longue de plus de 2 km. Tout comme ici, finit également le calvaire pour les usagers de l'avenue du président Daniel Wezen Coulibaly, longue d'environ 1 km. L'aménagement et le bitumage de ces voies viennent d'être lancés par le chef du gouvernement et ce devant les populations riveraines sorties nombreuses pour être témoins de l'événement. Des voies qui devraient renforcer le réseau routier de la ville de Sia et surtout favoriser la croissance économique. Toute chose qui répond à la politique actuelle du gouvernement, à savoir doter les villes principales du pays d'infrastructures dignes. Le bitumage donc de l'avenue Nelson Mandela et de Wezen Coulibaly ne sont qu'une première partie de tout un ensemble de voies qui seront donc bitumées à Bobo-Dioulasso d'ici 2015. Le chef de l'État y tient particulièrement. C'est la politique du gouvernement qui est de faire en telle sorte de rendre la circulation beaucoup plus fluide dans les grandes villes afin de sécuriser davantage la population. Donc c'est dire que pour ce qui concerne l'avenue Nelson Mandela, ça sera une grande voie de 12 mètres de large, bidirectionnelle, avec donc une
consistance de travaux qui permettra à la fin un revêtement en béton bitumineux. Et pour ce qui concerne l'avenue Ouezin Coulibaly, là c'est véritablement une 2x2 voies que nous allons réaliser avec un terre-plein central et des accotements qui permettront donc une fluidité du trafic. Pour les populations et le conseil municipal de Bobo-Dioulasso, l'aménagement et le bitumage de ces voiries urbaines sonnent comme un ouf de soulagement au regard de leur état dégradé et de nombreux accidents et désagréments enregistrés. C'est vraiment un soulagement pour nous. Ça a été un combat de longue date. Nous avons toujours cherché à ce que ça soit fait, mais aujourd'hui c'est une réalité. La rue Nelson Mandela était devenue, on le dit, un quartier chinois pour les passagers, non seulement pendant l'hivernage. Donc c'est une voie qui était totalement dégradée et on ne peut plus circuler. Donc c'était vraiment un problème également aussi, c'est la même chose pour l'avenue Ouezin et Coulibaly. Là, c'est une voie qui était vraiment dégradée. Le délai d'exécution des travaux de construction des deux avenues est de 5 mois hors saison de pluie. Et le coût global des réalisations est de plus de 2 milliards de francs CFA, financés par le budget de l'État, gestion 2013 et 2014. Kaya a abrité aujourd'hui une rencontre pour l'adoption des schémas directeurs d'aménagement urbain. Cette rencontre fait suite aux rencontres tenues à Zignaré, Dori, Dédougou, Bobo-Dioulasso, Banfora et Koudougou. Le reportage porte la griffe de Yolande Lompo. Bientôt, les villes de Ouéguia, Tenkodgo, Kaya, Fadangourma, Manga et Gawa pourront mettre en œuvre leur schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Des schémas directeurs qui découlent du schéma directeur national dans le cadre du projet pôles régionaux de développement. Instrument de planification pour ces chefs-lieux de région, l'adoption de ces schémas directeurs d'aménagement urbain vise à leur permettre de gérer rationnellement l'espace afin d'éviter l'extension de ces villes, mais également un certain nombre de conflits qui sont récurrents. Au moment des lotissements, ça permet de regrouper un certain nombre de services. Vous savez que souvent, nous avons des zones industrielles qui cohabitent, pour ainsi dire, avec des habitations, pour ne prendre que cet exemple. Donc un schéma d'aménagement urbain permet de définir, entre autres, une zone industrielle par rapport à une zone universitaire, par exemple. Donc on pourrait avoir dans une ville une zone réservée à l'enseignement supérieur et une autre zone réservée aux structures marchandes. Le tout profite aux populations puisque ça rapproche géographiquement et qualitativement les services sociaux des populations. En somme, ces schémas directeurs seront des outils indispensables pour les conseils municipaux et un atout pour les populations. Ouverture ce matin à Ouagadougou du 15e colloque international des services du Trésor. Les participants venus de plusieurs pays de l'espace francophone vont réfléchir sur la mise en œuvre des réformes efficaces et acceptées de tous. Reportage de Maxime Zongo. Espace d'échange et de débat, le colloque international des services du Trésor a pour ambition, selon les organisateurs, de contribuer à une réflexion commune sur les évolutions des administrations des finances publiques. Le thème retenu, la conduite du changement dans la mise en œuvre des réformes. En matière de finances publiques, les choses évoluent. Il y a pas mal de défis nouveaux qu'il faut relever, de nouvelles exigences en matière de transparence, de gouvernance. Et par conséquent, cela amène les États à engager des réformes. Maintenant, qui dit réforme, dit changement. Changement de comportement, changement de méthode, changement d'organisation. Et les changements ne se font pas sans difficulté. Asseoir un service public efficace et transparent qui s'adapte à son temps, c'est tout le sens de cette quête de modernisation. Un changement d'accord, mais un changement qui obéit aux normes, mais aussi accepté par ceux-là même, chargés d'assurer son fonctionnement. Le thème est particulièrement d'actualité, intéressant pour tout le monde puisqu'il s'agit de la conduite du changement. Et les administrations publiques en charge du Trésor ont évidemment un rôle essentiel dans ce domaine. Et nous, Français, nous avons une expérience à partager, relativement récente, mais nous avons aussi, dans ce cadre-là, l'opportunité d'apprendre auprès d'autres pays. Ce colloque international qui est à sa 15e édition réunit des hauts responsables des administrations publiques de l'espace francophone en charge du Trésor et de la comptabilité publique.
3 jours durant, les participants échangeront sur les évolutions des administrations financières afin de proposer un ensemble de bonnes pratiques en conformité avec les changements souhaités. Rencontre samedi dernier entre le président de la Commission nationale OHADA du Burkina Faso et la presse. Le président de la commission a présenté le bilan et les perspectives de l'organisation aux hommes de médias. Reportage signé de Claudine Bikaba. Une déclaration sur les activités menées sur la présidence de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, exercée par le Burkina du 1er janvier 2013 au 30 janvier 2014. Au cours de cette déclaration présentée à la presse, il a été question du bilan, des perspectives de l'organisation, mais aussi et surtout de l'adoption de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique adopté à l'unanimité par les 17 pays adhérents à Ouagadougou le 30 janvier dernier. Nous avions 3 grandes activités que nous devions organiser. Il s'agissait justement de la session des conseils des ministres de l'OHADA de juin, session qui a eu lieu précisément les 13 et 14 juin, qui a été précédée de la réunion du comité des experts 10, 11 et 12. La deuxième activité majeure était la commémoration du 20e anniversaire de l'OHADA. Cette commémoration s'est déroulée du 10 octobre au 17 octobre et il y avait plusieurs activités. Depuis le 31 janvier, la présidence de l'OHADA est assurée par le Cameroun, pays auquel le Burkina a remis le flambeau. Les journalistes ont surtout posé des questions sur les acquis de la présidence assurée par le Burkina et l'impact de ces acquis sur la population. En rappel, l'OHADA est créée en 1993 suite à la dévaluation du franc CFA par les États de l'Afrique de l'Ouest, quelques États du CEMAC, en plus de la Guinée, de la RDC et des Comores. 4 langues sont utilisées au sein de l'espace. Il s'agit du français, de l'anglais, de l'espagnol et du portugais. Les militants et sympathisants du CDP, section provinciale du Houé, se sont retrouvés ce dimanche 2 février. Objectif, réaffirmer leur soutien au président Blaise Compaoré et à son programme de société. Le reportage de Kadou Romenki. De cœur avec les idéaux du parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Ils sont sortis nombreux, les militants et les militantes du CDP, pour témoigner une fois de plus leur attachement au parti au pouvoir. Cette mobilisation, ça veut dire aujourd'hui qu'il y a une constance au niveau du CDP dans notre arrondissement et au secteur 30. Et ça, je voudrais très personnellement remercier l'ensemble des militants de l'arrondissement et du secteur 30 pour cette mobilisation qui démontre qu'à Bobo-Dioulasso, les uns et les autres restent convaincus que c'est Blaise Compaoré le président du Burkina Faso et qui demeurera le président du Burkina Faso. Je voudrais saluer la mobilisation des personnes sages, des personnes âgées ici. Je vous dis merci et je vous dis que cette mobilisation est un signe très fort que le CDP doit vivre dans l'union et dans la cohésion. Et c'est cette cohésion, cette unité que je voudrais saluer. Le CDP est un parti d'ouverture, parti d'union, un parti bâtisseur. C'est un parti qui a été soutenu fortement grâce aux efforts de notre grand camarade, son Excellence M. Blaise Compaoré. Et c'est pour cela que nous devons rester fidèles, nous devons rester loyaux. Et au secrétaire général de la section provinciale du CDP Houé, Salia Sanou, d'inviter les militants du parti à demeurer sereins. On va donc convoquer une conférence provinciale où nous allons donc porter à la connaissance du monde entier les décisions donc des structures en tout cas du CDP dans la province du Houé. Et après cela, maintenant nous allons organiser un grand meeting à Bobo-Dioulasso ici pour montrer à tout le monde que Bobo est 100% CDP. Bobo est 100% pour le président Blaise Compaoré. Cette assemblée générale de la sous-section de l'arrondissement numéro 2 du CDP marque également le début d'une tournée dans les différents arrondissements de la commune de Bobo-Dioulasso. Une tournée qui permettra à terme de faire le bilan sur l'évolution du CDP dans la province du Houé.
Et à l'instar des autres provinces, le secrétariat exécutif national du CDP a procédé dimanche dernier à Yako à l'installation des structures du CDP du Passoré. Le renouvellement a concerné 10 structures en présence de Evelyne Dabiré. Du camarade Assimi Kwanda, secrétaire exécutif national, président du bureau politique national de notre grand parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès, vous déclarez installé. C'est l'acte solennel qui installe les 10 structures chargées d'animer les sous-sections départementales et la section provinciale du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP dans le Passoré. Cet acte donne désormais droit aux 130 membres du CDP d'agir au nom du parti, mais répond aussi à certaines préoccupations. La première, c'est d'entretenir les militants du Congrès pour la démocratie et le progrès de la situation nationale. Et ensuite, le deuxième aspect, c'est d'installer officiellement nos structures au niveau de la province qui ont été mises en place pendant au moins un mois. Cette cérémonie d'installation jauge du même coup la mobilisation des militants et trace le chemin à suivre. Les divergences politiques ne doivent pas nous faire perdre de vue que nous sommes et demeurons toujours des frères et des sœurs. C'est ensemble que nous construirons cette province, car elle est et demeure notre patrimoine commun. Au demeurant, comme vous le constatez, rien n'a entamé l'engagement des militantes et les militants du Passoré, du CDP, je veux dire, et contrairement à ce qui se dit, toutes les structures sont mises en place et nous n'annonçons aucune démission en leur sein. Les camarades sont là. Et ces camarades, à travers les voix de leurs délégués, jeunes, hommes, femmes et anciens, ont réaffirmé leur attachement et leur soutien infaillible au CDP. Le point convergent de toutes ces interventions est la paix au Faso, un objectif que se fixe aussi Maxime Saba, secrétaire général provincial. C'est la remise du flambeau du parti à Maxime Saba qui a clos cette cérémonie d'installation. Montée de couleurs ce matin pour le personnel de 6 départements ministériels. Ces cérémonies font suite à la décision du Conseil des ministres du 27 novembre 2013 relative à la montée des couleurs dans les ministères tous les premiers lundis du mois. Reportage signé Adama Koulibaly. Ce lundi matin, il est 7 h, le personnel du ministère en charge de l'agriculture et celui en charge de l'eau sont à l'unisson pour cette première montée des couleurs depuis la décision du 27 novembre dernier du Conseil des ministres. Et certains résistent. C'est une cérémonie qui est chargée de symbolique dans la mesure où elle matérialise la cohésion sociale, elle matérialise la croyance en la patrie, la seule chose qui nous réunit aujourd'hui en dépit de l'ensemble de nos divergences aussi bien politiques que religieuses. C'est peut-être là aussi un moyen pour rappeler les fonctionnaires à plus d'assiduité aux horaires de travail. Et vous voyez, ce matin, c'est la toute première cérémonie, la toute première fois que nous faisons la montée du drapeau. Et vous voyez, par rapport au personnel des 2 ministères, vous voyez qu'on n'est pas nombreux. Ce n'est même pas le personnel d'un seul ministère qui est là. Ça montre aussi vraiment l'importance de cette cérémonie-là. Déjà, on sait qui vient à l'heure, qui ne vient pas à l'heure. Dans le même temps, à l'immeuble des Pyramides, c'est le même cérémonial. Là, ce sont les départements en charge des réformes politiques, de l'habitat et de l'urbanisme, de l'administration du territoire et de la jeunesse qui sacrifient à la décision. Ce cérémonial de montée des couleurs, nous avons voulu, au niveau de notre département en charge de la jeunesse, exprimer surtout notre patriotisme, notre attachement à notre pays. Et je puis vous dire que par ces temps qui courent, en tout cas c'est un cérémonial qui a tout son présent. Ces différents départements ministériels, à l'instar d'autres ainsi que de plusieurs autres institutions et structures de l'État, entendent contribuer à l'élan de regain de patriotisme à travers cette activité qui aura lieu tous les premiers lundis du mois. Lancement vendredi dernier de la phase pilote du programme de renforcement des compétences des jeunes. La mairie de Saba a été choisie pour le lancement de ce programme qui va concerner 24 communes rurales et urbaines. Le programme a été signé par le groupe Wenyam Group. Le reportage de Nathalie Sawadgo Nabaloum. 24 communes urbaines et rurales des 13 régions du Burkina Faso sont concernées par la phase pilote du programme de renforcement des compétences des jeunes.
Ce programme mis en place par le bureau d'études Weriam Group vise à former ces jeunes ayant un niveau compris entre la classe de terminale et Bac plus 4, toutes filières confondues. Ce programme va former les jeunes en technique de collecte de données quantitatives et qualitatives. En plus de ça, le programme va les former en technique d'animation. Ça donne des compétences réelles aux jeunes et d'être des vrais animateurs de développement au niveau local. Ça, c'est pour la commune. Pour eux-mêmes, ça va leur permettre d'avoir des revenus afin d'améliorer leurs conditions de vie. En gagnant des ressources, ils investissent dans la commune parce qu'il y a des formations complémentaires qui sont ajoutées. Par exemple, en technique de production agricole, en technique de production et d'élevage. Ça permet à ces jeunes-là d'être des vrais acteurs sur le plan économique, aussi pour le développement de la commune. Le conseiller technique Aimé Prosper Bangou, représentant le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, et le maire de la commune de Samba, Josiane Cabré, ont tous apprécié l'initiative qui vise à donner des opportunités d'apprentissage aux jeunes. Toutes choses qui leur permettront de contribuer à l'émergence de leur commune. Le coût de la formation du PRCJ est de 50 000 francs CFA. 5 000 francs pour les jeunes et 40 000 francs comme subvention de la mairie. Placé sous le thème renforcement de la dynamique de création d'emplois pour les jeunes, le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle de l'Emploi a tenu ce vendredi 31 janvier son premier CACEM de l'année 2014. Le ministère a à cette occasion annoncé son intention de recruter 200 jeunes pour le programme de haute intensité de main-d'œuvre. Le reportage est de Isaïe Barkouda. Vaincre le chômage des jeunes par la création d'emplois. Telle est la volonté affichée du ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi lors de cette première session de son conseil d'administration de 2014. Pour le premier responsable de ce ministère, il y a de quoi se réjouir au regard des résultats atteints en matière de création d'emplois, mais il faut encore redoubler d'efforts dans ce domaine. Ainsi, dans le cadre du programme IMO, haute intensité de création de main-d'œuvre, il est prévu pour cette année 2014 la création d'au moins 2000 emplois au profit des jeunes. Ce conseil d'administration est également un cadre propice pour examiner et adopter le programme d'activité de l'année en cours au sein du ministère. Nos échanges vont tourner autour de la promotion de la jeunesse, autour de la dynamisation de notre politique de formation professionnelle et surtout autour de cette dynamique d'accélération de création d'emplois pour notre jeunesse. Et sous cette rubrique, vous savez que nous pilotons un gros programme initié par le chef de l'État qui est le programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Dans cette lutte, le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Formation professionnelle bénéficie du soutien de ses partenaires financiers, notamment la Banque mondiale. Il faut ajouter un gros programme très important financé par la Banque mondiale d'un coût de 25 milliards pour les 5 années à venir. 2014-2018 et qui va être incessamment lancé. Le renforcement de la dynamique de création d'emplois pour les jeunes. Thème de cette première session du conseil d'administration, témoin de la volonté des premiers responsables de ce ministère à impulser un souffle nouveau au plan d'action prioritaire et ambitieux pour les jeunes. En visite au Burkina Faso, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe a visité vendredi dernier notre pays. C'est précisément Wapassi dans le San Matenga qui a accueilli Margareta Wallström. Le reportage de Bouma Ernest Nebier. Un bas-fond aménagé par Christian Aid avec l'appui de l'Union européenne et des partenaires techniques dont ATAD était le site pilote visité sur le terrain. Pourquoi Wapassi? Parce qu'en 2010, Wapassi a été fortement touché par les inondations qui sont survenues au Burkina Faso et plus précisément au centre-nord. Et cette communauté avait presque tout perdu. La visite de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe à Wapassi a ainsi permis d'échanger avec les acteurs terrain sur les opportunités à même de renforcer la réduction des risques de catastrophe au niveau national et local. Je suis ici parce que dans le travail global pour la réduction des risques de catastrophes et pour le combat pour abattre la pauvreté mondiale, il faut vraiment voir la réalité du travail, des efforts qui font les pays, les populations, dont aussi les coins du monde qui sont plus affectés. La population a saisi l'occasion pour formuler des doléances sur leurs principales préoccupations.
Des préoccupations qui se résument à l'insuffisance d'eau et d'infrastructures de base. Nous saisissons cette opportunité pour non seulement présenter les acquis assez pertinents du point de vue de nous intervenants, mais aussi du point de vue des populations, mais aussi de faire ce plaidoyer-là pour que les communautés aient beaucoup plus de moyens pour faire face aux risques de catastrophe. Présente au Burkina depuis 1974, Christiane Aid, qui a placé les personnes vulnérables au centre de ses actions, est résolument engagée aux côtés des autorités dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD, a trouvé en cette démarche de Margareta Wallström une opportunité pour un plaidoyer destiné à susciter davantage d'actions au profit des couches vulnérables. La dernière vague du bataillon Badeya 1 est rentrée au pays après un an passé au Mali dans le cadre de la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix dans ce pays. Les 89 soldats arrivés ce matin ont reçu les félicitations du chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel-major Oumarou Sadou. Reportage de Aboubakar Sagnon. Bardés du béret bleu et des insignes de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, les 89 soldats de la dernière vague du bataillon Badeya 1 sont de retour au Bercail. Ils étaient parmi les premiers contingents africains déployés au Mali pour repousser la menace djihadiste. Après 12 mois passés sur le théâtre des opérations, ils reçoivent aujourd'hui les félicitations de la hiérarchie. C'est une fierté pour nous d'avoir participé à la mission de stabilisation au Mali. Donc je pense que c'est l'image de notre pays aussi qui est reconfortée. Dans l'ensemble, toutes les missions ont été exécutées à la satisfaction du commandement de cette force là-bas. 660 au départ, puis 850 par la suite, le bataillon Badeya 1 a accompli plusieurs missions sur le terrain. Dans un premier temps, sous MISMA, notre mission, c'était de sécuriser le plus grand pont du Mali, le pont de Markala, qui était un point très sensible, assurer la sécurité de Ségou jusqu'à Diabali. Ensuite, nous avons basculé à Tombouctou pour assurer la sécurité de la ville de Tombouctou et tous ses environs. De Tombouctou jusqu'à Arawan, c'était notre mission. 2 soldats burkinabés sont tombés dans ce combat pour la paix et la stabilisation au Mali et le commandant du bataillon leur a rendu un hommage. L'on comprend alors les sentiments de ceux qui sont rentrés sains et saufs. Un sentiment de joie de retrouver nos siens, mais on tient en même temps à remercier le commandement qui n'a ménagé aucun effort pour nous fournir le maximum nécessaire pour faire face à la mission qui nous était assignée. Le Burkina Faso reste engagé dans le maintien de la paix et de la sécurité au Mali. Les premières vagues du bataillon Badeya 2 ont déjà été déployées à Tombouctou. Et puis toujours en relation avec le Mali, le service d'information du gouvernement du Burkina a organisé une caravane de presse dans les 3 localités de notre pays. Les journalistes ont visité Sagnoniogo, Mentao et Koudébou. Les hommes de presse ont à cette occasion apprécié les efforts du Burkina Faso et de ses partenaires. Le reportage de Abdoul Rasmane Zongo. Sagnoniogo dans le Kadjogo, Mentao dans le Soum et Koudébou dans le Séno sont les 3 sites de réfugiés maliens visités par les caravaniers sur initiative du SIG, service d'information du gouvernement. Je pense qu'organiser une caravane pour que les hommes et femmes de médias aillent sur le terrain pour faire le point à ce stade de l'évolution et je dirais du processus d'apaisement est une très bonne chose. Ça permet aussi d'avoir l'information juste. 2830 personnes vivent sur le site de Sagnoniogo en parfaite harmonie avec les populations autochtones. Elles bénéficient de l'assistance des partenaires humanitaires. Certaines exercent un petit métier. L'alphabétisation est aussi une réalité. Ils sont bien intégrés et quant au retour, on ne peut pas se prononcer. Bon, pour le moment, il n'y a pas de retour parce qu'il faut d'abord l'accord du HCR, l'accord tripartite, pour que les réfugiés puissent retourner. Pour le moment, on n'accompagne personne à retourner et on ne le conseille pas du tout. Mentao, avec ses 12 000 réfugiés, est 4 fois plus grand que Sagnoniogo. Là également, petits commerces, élevage, entre autres, sont le quotidien des réfugiés. Tout va pour le mieux en dépit de quelques difficultés. J'avoue que après que nous nous soyons installés,
j'ai vu une nette amélioration, je dirais même très grande amélioration des rapports, puisque nous sommes partis à ces populations pour causer, parler. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a rien. Ce n'est pas parce que nous sommes mauvais que nous sommes là, mais c'est parce que nous sommes des frères à eux qui ont des difficultés. En attendant les résultats du récent enregistrement biométrique, Goudebo, avec ses 13 000 réfugiés, demeure le site le plus vaste abritant les personnes déplacées. Certains réfugiés maliens arrivent à s'auto-employer ou à se prendre en charge à travers des activités rémunératrices de revenus. Si ce n'est pas à cause de mon enfant, là, moi je ne travaille pas. Moi je cherche pour donner mes enfants avec mes petits frères, avec mon maman, avec mon papa. Nous, on a vendu le sucre avec du thé, avec des dattes. C'est ça que tu vois. Alhamdulillah, on est là quand même. Je gagne un peu pour manger, pour le boire, pour le petit mon travail à la maison. Pour que je trouve un peu qui n'est pas dans les voleurs. D'autres, par contre, n'arrivent toujours pas à s'accrocher. Le but de ce jeu-là, c'est uniquement pour éviter trop de soucis. On n'a rien ici, on ne travaille rien. On ne fait que fabriquer de n'importe quel jouet ici, hein, qui est très difficile à expliquer, parce que ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a aucun sens. Si ce n'est pas pour éviter des soucis, voilà. En soutien aux efforts du gouvernement du Burkina Faso, le HCR, à l'image d'autres structures humanitaires, fournit de l'aide en matière de protection et d'assistance aux réfugiés maliens. Nous essayons en tout cas, au niveau des vivres, de leur distribuer mensuellement des vivres avec le programme alimentaire mondial. Et nous avons aussi certaines ONG, certaines qui se mobilisent aussi pour offrir spontanément des vivres aux réfugiés, comme du mil. La sécurité veille également au grain. Voilà, retour au Burkina Faso pour dire que le Lions Club Banfora Falaise, en collaboration avec les autres clubs de la zone, au secours des populations de la région du Paysan Noir. 2 ambulances ont été remises à l'ordre de Malte de Banfora et du matériel médical et consommable au CHR de Banfora. Le reportage est de Karim Sissé. Depuis son installation, le Lions Club Banfora Falaise n'a de cesse de contribuer à soulager les populations les plus défavorisées de la région des Cascades. Une fois de plus, ce club fait une remise de l'eau, de matériel sanitaire ainsi que 2 ambulances médicalisées. C'est l'administration, il y a toujours un manque de matériel, un manque d'équipement, un déficit au niveau du transport sanitaire, au niveau des évacuations. Et c'est ce qui nous a motivés, en tout cas, à travailler, à soulager les populations et à apporter ces matériels au niveau des structures sanitaires. Les bénéficiaires saluent cette initiative et invitent le club à continuer dans ce sens. Nous sommes très heureux ce matin. Et l'Insulte n'est pas son premier geste. Donc ça fait plusieurs années. Il nous appuie en ce qui concerne le matériel au niveau de l'hôpital. Donc nous sommes très contents ce matin. Et nous leur assurons que le matériel sera utilisé en tout cas à bon escient. Selon le président de la zone 131, au-delà du lancement officiel des évacuations sanitaires et des évaluations des clubs, cette rencontre leur permet de redynamiser leurs actions dans la région. Ce cadre-là nous permet de redirectionner nos œuvres si elles ne sont pas bien faites. Ce cadre nous permet d'évaluer ce que nous avons fait pour voir si vraiment les bénéficiaires, les principaux bénéficiaires qui sont les démunis, sont vraiment au rendez-vous de nos œuvres. L'Association internationale de Lions Club existe depuis 1917 et son siège est aux États-Unis. Sa devise est « Nous servons, baptisons sur l'amitié et la solidarité les plus démunis ». Culture pour refermer ce journal, le malade imaginaire de Molière revisité par la compagnie Mayarbassa. Bada, le malade imaginaire, a été présenté ce week-end à l'Institut français avec comme metteur en scène Guy Giroud. Le reportage est de Évariste Kombari. Votre pouls, mon pouls. Votre pouls, mon pouls. Votre pouls, le pouls. Le malade imaginaire, c'est l'histoire d'Arcan, un homme bien portant, mais qui est persuadé qu'il est malade.
Il décide alors de donner sa fille en mariage à un médecin. Monsieur Pigot m'a défendu de me découvrir la tête. Vous êtes du métier, vous savez les conséquences. Oh oui, nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux malades. À l'Institut français, les spectateurs sont venus nombreux découvrir le malade imaginaire à la sauce burkinabé. Il faut dire que les acteurs sont burkinabés, mais le metteur en scène, lui, est français. Ça a été un travail de création comme les autres, ça n'a jamais été facile, un travail de création. Il y a des jours où on est inspiré, il y a des jours où on ne l'est pas. Il y a des jours où on se fait aider aussi par les autres comédiens, ou par le metteur en scène et tout et tout. Mais finalement, je pense qu'on y est arrivé. Baada est une comédie-ballet qui associe des intermèdes musicaux. Un choix dans la mise en scène qui respecte la démarche de Molière et puise dans la tradition africaine. Les chorégraphies sont des chorégraphies que j'ai écrites à partir des indications de Molière. Mais ce sont des chorégraphies africaines, puisque toute la pièce est retranscrite dans un univers d'ici. D'où le titre aussi, Baada, qui veut dire malade en moré, le malade imaginaire, pour surligner le fait que c'est véritablement Molière est universel. Le malade imaginaire est la dernière pièce de Molière. Cette pièce a été présentée pour la première fois un 10 février 1673. Plus de 3 siècles après, Marbaya Ssa s'est approprié le malade imaginaire. Un médecin de la médecine? Oui, mais je te demande qui il est. Je ne le connais pas, monsieur. Mais il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et si ma mère n'était pas honnête femme, je dirais que... Voilà, les belles œuvres ne meurent jamais. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable nuit. Je serai très heureux de vous retrouver demain à 20h pour d'autres actualités.